Salut à tous, à toutes, du Moyen-Orient à Washington, de Port-au-Prince à Boston. L'actualité ne dort jamais. Bienvenue dans le grand journal de Swag Radio. Tour d'horizon des événements majeurs pour ce aujourd'hui, Swag Radio. L'énergie, le flow, l'attitude, Alexa Open, Swag Radio. Vous pouvez écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Deuxième sortie de ce grand journal pour cette semaine. Tout de suite, voici les infos. Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que le cessez-le-feu avec l'Iran était sous assistance respiratoire. Les négociations de paix sont dans l'impasse depuis que Donald Trump a rejeté les exigences de Téhéran visant à mettre fin à la guerre. Reportage signé CGTN News dans ce grand journal. Donald Trump estime que la réponse de l'Iran à la dernière proposition de paix américaine est faible et qu'il n'a pas perdu son temps à la lire en entier. Lundi, il a qualifié les exigences de Téhéran d'inacceptables, tandis que les responsables iraniens affirment que leur offre est généreuse et responsable. Cette impasse diplomatique survient quelques jours après que les États-Unis ont soumis au médiateur au Pakistan un plan visant à mettre définitivement fin à la guerre et à rouvrir le détroit d'Ormuz. Selon Donald Trump, l'Iran avait dit à ses négociateurs que les États-Unis pourraient intervenir pour aider à extraire son uranium hautement enrichi, mais que le pays était revenu sur cette offre. La dernière proposition de l'Iran prévoit une compensation financière pour les dommages de guerre, la levée du blocus naval américain, la suppression des sanctions et la fin de l'embargo sur les ventes de pétrole iranien. Téhéran cherche également à obtenir le contrôle total du détroit d'Ormuz. Environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux transitent par cette voie maritime. Le détroit est de fait fermé depuis le début de la guerre en février, ce qui a entraîné une crise énergétique mondiale. Donald Trump a rapidement rejeté la nouvelle proposition de l'Iran. Dans une interview diffusée le week-end dernier, il a déclaré que l'Iran était vaincu, mais que cela ne signifiait pas pour autant que l'opération militaire américaine était terminée. Lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche lundi, il a qualifié la dernière offre de l'Iran de foutaise. Il a également réitéré ses déclarations précédentes selon lesquelles la guerre était terminée et a déclaré aux journalistes que le cessez-le-feu entre les deux pays était le plus fragile qu'il ait été depuis des semaines. C'était tout simplement inacceptable. Vous savez, beaucoup de gens se demandent, mais a-t-il un plan ? Oui, bien sûr que j'ai un plan. J'ai le meilleur plan qui soit. Je veux dire, l'Iran a été vaincu militairement, totalement. Il leur reste un peu de ressources. Ils se sont probablement réapprovisionnés pendant cette période. On va les anéantir en un jour à peu près, mais j'ai un plan. Vous savez, c'est un plan très simple. Je ne sais pas pourquoi vous ne dites pas les choses telles qu'elles sont. L'Iran ne peut pas posséder l'arme nucléaire. Et alors que les prix du pétrole et du gaz ne cessent de grimper, de récents sondages américains montrent que la guerre en Iran est de plus en plus impopulaire auprès des électeurs américains. Le ministre des Affaires étrangères de la Turquie travaillerait actuellement avec des médiateurs au Pakistan pour organiser des pourparlers au Qatar cette semaine. Donald Trump. Nous resterons toujours au Moyen-Orient. Les Émirats arabes unis auraient frappé l'Iran en secret. Selon le Wall Street Journal, une nouvelle révélation du Wall Street Journal vient raviver les tensions déjà explosives au Moyen-Orient. Selon le quotidien américain, les Émirats arabes unis auraient mené discrètement des frappes militaires contre l'Iran au mois d'avril, marquant une escalade majeure dans le conflit. Les détails sur BFM TV dans ce grand journal. On a appris une autre information majeure sur les événements de ces dernières semaines. C'est le Wall Street Journal qui le révèle. Les Émirats ont mené, d'après le Wall Street Journal, des opérations directes contre l'Iran. C'était en avril, mais l'information ne sort que maintenant. Information dont on précise qu'elle n'est pas confirmée par les Émirats. On va retrouver à Doha, au Qatar, donc tout près des Émirats, Marie Roux pour avoir un peu plus de précision là-dessus. Oui, ce serait un tournant majeur dans la guerre au Moyen-Orient, car jusqu'ici, seuls les États-Unis et Israël avaient revendiqué officiellement avoir mené des frappes, des attaques contre l'Iran. Alors selon les révélations du Wall Street Journal, les Émirats arabes unis ont mené des frappes eux-mêmes contre l'Iran pendant le mois d'avril, des frappes qui ont visé, ciblé des installations pétrolières iraniennes situées sur l'île de Lavant. Et ces révélations, elles interviennent dans un contexte déjà tendu entre les Émirats arabes unis et l'Iran, puisque depuis
le début du conflit, la défense émirati affirme avoir intercepté 550 missiles de croisière et plus de 2200 drones. Les Émirats arabes unis qui ont été visés à 4 reprises la semaine dernière. Et puis, depuis le début du conflit, l'Iran a visé notamment des bases américaines sur leur territoire ou encore des infrastructures stratégiques. Les Émirats arabes unis qui sont particulièrement ciblés par l'Iran puisqu'ils sont un partenaire stratégique des États-Unis, et l'Iran reproche aussi leur rapprochement avec Israël depuis les accords d'Abraham en 2020. Une position bien différente de celle du Qatar par exemple, car le Qatar essaye de jouer un rôle de médiateur entre Washington et Téhéran, mais plus le conflit s'enlise, plus les pays du Golfe semblent avoir du mal à être écartés ou en tout cas à s'écarter de ce conflit. Donald Trump en Chine. Le président américain Donald Trump entamera dès ce jeudi une visite attendue en Chine dans un contexte international particulièrement tendu où les dossiers liés à l'Iran, à Taïwan et aux échanges commerciaux entre Pékin et Washington seront au cœur des discussions avec le président chinois Xi Jinping. Cette rencontre intervient alors que les relations entre les deux plus grandes puissances économiques du monde demeurent fragiles malgré une récente trêve commerciale. Reportage TV5 Monde dans ce grand journal. Le balai des avions cargo de l'US Air Force dans le ciel de Pékin, c'est bien l'annonce de l'arrivée prochaine de Donald Trump en Chine. Visite hautement sensible, reportée une première fois en raison de la guerre en Iran. Et le chef de la Maison-Blanche aiguise déjà ses armes diplomatiques. Tous les sujets seront sur la table, y compris le soutien américain à Taïwan. Vous savez, il y a beaucoup de soutien pour Taïwan de la part du Japon et de la part des pays de cette région. Est-ce que les États-Unis doivent encore leur vendre des armes ? Eh bien, je vais avoir cette discussion avec le président Xi. Le président Xi voudrait que l'on arrête et j'aurai cette discussion. Taïwan, que la Chine considère comme l'une de ses provinces et qui a déjà menacé à plusieurs reprises de la reprendre, y compris par la force si nécessaire. L'autre sujet sur la table sera bien évidemment la guerre en Iran, à commencer par le déblocage du détroit d'Ormuz qui paralyse Pékin dans son approvisionnement en pétrole. C'est par ce détroit que transite plus de la moitié de ses importations de brut. Washington entend bien faire pression sur la Chine pour qu'elle intervienne auprès de son allié iranien. Et la méthode Trump, c'est juste avant sa venue de sanctionner 3 entreprises chinoises de télécommunications par satellite accusées d'avoir aidé l'Iran dans ses opérations militaires. La Chine s'oppose fermement aux sanctions unilatérales illégales qui ne reposent sur aucun fondement en droit international et n'ont reçu aucune autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le jeu des sanctions, si cher à Donald Trump dans ses relations commerciales avec la Chine, ce sera le principal sujet de discussion après des mois de tensions liées aux droits de douane et aux restrictions dans les échanges entre les deux pays. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bakr Kalibaf, a déclaré que l'armée du pays est prête à répondre de manière à donner une leçon à toute agression et à exhorter les États-Unis à montrer leur engagement en faveur de la voie diplomatique. Reportage CGTN News dans ce grand journal. L'Iran a indiqué avoir répondu à la proposition américaine par l'intermédiaire des médiateurs pakistanais, mais Washington a rapidement rejeté sa réponse. Téhéran a qualifié la proposition d'inacceptable et a exposé ses propres exigences. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Bagaei, a défendu la réponse. Tout ce que nous avons présenté dans cette proposition comprenait des demandes responsables et des propositions généreuses. Des propositions formulées non seulement dans le respect des intérêts nationaux de l'Iran, mais aussi pour le bien, la stabilité et la sécurité de toute la région et même du monde. J'ai assisté à la conférence de presse du 11 mai et j'ai posé une question sur l'avenir de la diplomatie à la suite de la réaction des États-Unis. L'Iran a répondu à la proposition américaine, mais il semble que le président Donald Trump ne soit pas satisfait de cette réponse. Comment envisagez-vous l'avenir des relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran si les États-Unis attaquaient à nouveau l'Iran ? Chaque fois que cela est nécessaire, nous combattons. Et chaque fois que nous le jugeons approprié, nous utilisons l'arme de la diplomatie. Dans les deux cas,
dans l'intérêt de la nation iranienne. La partie adverse doit faire ses preuves à cet égard. Elle doit démontrer qu'elle prend cette voie au sérieux. Jusqu'à présent, elle a échoué. Dans tous les processus diplomatiques auxquels ils ont participé au cours des 20 dernières années, les États-Unis ont à maintes reprises manqué à leurs engagements. À partir de 2015, en particulier en 2018 avec leur retrait du JCPOA, et au cours de l'année écoulée, ils sont allés encore plus loin, s'attaquant de fait à la table même de la diplomatie et de la négociation. L'Iran a souligné que la voie diplomatique restait une option, mais a prévenu qu'un conflit était encore possible. Cela intervient alors que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré que la guerre avec l'Iran n'était pas encore terminée. Nous non plus n'avons pas encore réglé nos comptes avec ceux qui ont commis de tels crimes contre la nation iranienne. Il est certain que si une occasion se présente à nos forces armées, elles en profiteront de la meilleure façon possible. Il n'y a toujours aucun signe clair d'une percée diplomatique. Alors que les tensions sont vives et qu'aucun accord ne semble se profiler, l'incertitude continue de planer sur l'avenir des relations entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran a dit. Pourquoi la France et le Royaume-Uni ont décidé de s'impliquer davantage au Moyen-Orient? Le 12 mai, une réunion aura lieu pour discuter de l'initiative visant à envoyer une mission dans le détroit d'Ormuz, toujours sous blocus, afin de garantir la liberté de navigation. Les autorités iraniennes rejettent catégoriquement cette intervention potentielle qu'elles considèrent comme un pas vers l'escalade. Pour évoquer le sujet sur RT, et a reçu Riyad Sidaroui, expert du monde arabe et lecteur du Caraps. Écoutons les détails dans ce grand journal. Alors pourquoi donc cette initiative de la part des Britanniques et des Français aujourd'hui? Est-ce que c'est une réaction un peu tardive aux appels de Donald Trump à débloquer le détroit d'Ormuz, sachant surtout que c'est apparemment Washington qui a la main dessus, et surtout est-ce que c'est parce que la crise énergétique mondiale se fait tellement sentir, ses conséquences sont tellement lourdes aujourd'hui? Oui, je pense tout d'abord que ni la France ni la Grande-Bretagne sont aujourd'hui des grandes puissances mondiales. D'ailleurs, Emmanuel Macron, dans un discours, l'a bien avoué. Il a dit qu'il y a 3 grandes puissances dans le monde, qui sont les États-Unis d'Amérique, la Russie et la Chine, veulent dominer ce monde et nous écarter. Donc, un aveu que la France, la Grande-Bretagne ne sont plus aujourd'hui des grandes puissances qui déterminent. Ils n'ont rien fait pendant la guerre à Gaza. Aujourd'hui aussi, ils n'ont pas ni le pouvoir, ni la volonté, je pense, d'entrer dans une guerre. Et contre qui? Je me souviens que le ministre des Armées français a déclaré que ce n'est pas notre guerre, ce n'est pas la nôtre, cette guerre. La même chose la Grande-Bretagne et la même chose l'Allemagne. Alors, ils vont envoyer des bâtiments, des navires et des porte-avions. Pourquoi faire? Le plus important de votre reportage, c'est la déclaration iranienne. Les Iraniens vont prendre les navires britanniques ou français comme des objectifs ennemis s'ils entrent dans le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'ils vont aller afin d'aider, soutenir Donald Trump, qui n'arrête pas à les humilier publiquement, ou quoi faire? Et qu'est-ce que c'est cette neutralité au détroit d'Ormuz? Mais si c'est une opération de communication de la part de la France et du Royaume-Uni, alors aujourd'hui, qui contrôle finalement ce détroit? Parce que un jour, on a l'impression que c'est Washington, un autre, on a l'impression que c'est Téhéran. Donc, qui a d'abord la main sur le passage effectif et sur le contrôle dans l'espace médiatique, selon vous? Il faut regarder la carte, montrer la carte. On voit bien que les Iraniens maîtrisent et contrôlent le détroit d'Ormuz, mais aussi les Américains ont installé un blocus contre le détroit d'Ormuz. Ça veut dire contre les Iraniens. Donc il y a deux blocus, si vous voulez, le blocus iranien et le blocus américain. C'est pour cette raison que le prix du pétrole a flambé aujourd'hui autour de $100. Le citoyen américain ordinaire aujourd'hui, il paye presque 50% plus quand ils achètent son essence le matin. Nous savons bien dès que l'essence, les hydrocarbures deviennent chers, alors c'est l'inflation généralisée.
Et bientôt, il y a les élections au Congrès américain. Et je pense que Donald Trump est dans une position très, très fragile. Certes, les Iraniens aussi, parce que si on pose la question dans ce statu quo, qui est le gagnant, qui est le pardon, parce qu'on a quitté la guerre, le plan militaire vers un autre plan, c'est une guerre économique. Une guerre économique d'énergie dont les Iraniens jouissent de la carte maîtresse de cette guerre qui est le détroit d'Ormuz. Qui pourrait résister plus, qui pourrait vaincre dans ce bras de fer. Les Iraniens sont habitués des embargos, des sanctions. Est-ce que le citoyen américain est habitué? Il va accepter l'inflation qui le touche directement dans sa vie quotidienne. Merci beaucoup Riyad Sidawi pour ces explications, pour ce décryptage. Je rappelle Riyad Sidawi, expert du monde arabe et directeur du CARAPS en direct avec nous depuis Genève ce soir. Merci encore. Parlons de l'antivirus. Le MV Ondius fait route vers les Pays-Bas après un débarquement aux Canaries. Le vent fort dans le port de Granadilla, Tenerife, a forcé le MV Ondius à accoster afin d'achever le débarquement des passagers. L'OMS a mis en garde contre la possibilité de nouveaux cas d'antivirus dans les jours à venir. Reportage à signé Euronews dans ce grand journal. Le paquebot MV Ondius fait désormais route vers les Pays-Bas, après avoir débarqué ses derniers passagers lors d'une escale dans les îles Canaries lundi soir. Le navire de croisière, où un foyer d'antivirus s'est déclaré la semaine dernière, transporte encore 25 membres d'équipage et 2 professionnels médicaux. Il est attendu dans le port de Rotterdam dimanche en fin d'après-midi. Le débarquement des passagers dans le port de Granadilla a été compliqué par les mauvaises conditions météo qui ont forcé le navire à accoster. Quelques heures plus tard, les 2 derniers vols transportant des passagers et membres d'équipage ont atterri à Eindhoven aux Pays-Bas dans la nuit de lundi à mardi. 3 passagers du MV Ondius, un couple néerlandais et une allemande, sont décédés à bord du navire, dont 2 en raison d'une infection confirmée à l'antivirus. L'Organisation mondiale de la santé a signalé à ce jour 9 cas, dont 7 confirmés et 2 suspects. Le directeur de l'OMS assure cependant que le risque d'une pandémie d'antivirus est faible. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio avec Erlich Dorelas depuis le studio de Swag dans la capitale et grande école du monde, Boston, Massachusetts. Deuxième sortie de ce grand journal pour cette semaine. Swag Radio on air avec du style. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News, info sans cassure. Info à la vitesse de la lumière, P-News sur WhatsApp et sur Facebook. Votre référence en matière d'info P-News. Brothers Café Créole, the place to be, la bonne cuisine haïtienne, au 299 Main Street Everett, chiffré le 617 294 1425. Brothers Café Créole, delicioso. Tension entre Israël et le Pakistan depuis les attaques du 7 octobre 2023. Le secteur de la construction en Israël subit une transformation profonde marquée par l'éviction de quelques 150 travailleurs, 150 000 travailleurs palestiniens. Ces tensions entre Israël et les Palestiniens. Pour compenser ce manque criant de main-d'œuvre, le gouvernement israélien et les entrepreneurs se tournent massivement vers la Chine, l'Inde ou l'Europe de l'Est. Ce virage engendre des coûts logistiques et salariaux plus élevés, ainsi que des barrières linguistiques complexes. Écoutons le reportage de Raphaël Bouvier-Auclair de Radio-Canada dans ce grand journal. En apparence, les conflits ont un impact limité sur l'économie d'Israël. Les tours continuent de pousser, mais derrière les grues et les chantiers se cachent des difficultés, notamment un manque important d'ouvriers. Cette femme d'affaires sino-israélienne fait venir de nombreux travailleurs de Chine. D'autres attendent encore d'arriver, dit-elle. Inde, Thaïlande, Ouzbékistan, il serait 230 000 étrangers à travailler en Israël aujourd'hui, où le taux de chômage est sous les 3 %. Les employés est donc devenu indispensable. Il y a quelques années à peine, l'entrepreneur Billy Rubin n'avait pas besoin de main-d'œuvre venue des 4 coins du monde. Mais pour cet immeuble, elle n'a pas eu le choix et la raison est bien simple. Depuis les attentats du Hamas le 7 octobre 2023,
Les Palestiniens, qui étaient une bonne partie de sa main-d'œuvre, ont perdu leur permis de travail. Dans les territoires palestiniens, ils sont environ 150 000 à avoir perdu leur emploi du jour au lendemain, comme Munter Al-Jabari, qui vit à Hébron en Cisjordanie occupée. Pendant des années, il a travaillé sur des chantiers de Tel Aviv. Puis, tout juste après le 7 octobre, tout s'est arrêté. Aujourd'hui, Munter enchaîne les petits boulots et ne touche qu'environ 20 % de son salaire d'avant. Et c'est tout le territoire qui en écope. Avant la guerre, les revenus de ces travailleurs représentaient le 5e du PIB palestinien. C'est un effondrement économique, une pauvreté croissante, donc un choc social très fort qui conduit les Palestiniens au chômage, à la pauvreté, à faire des travaux au noir sans être déclarés, à s'infiltrer illégalement en Israël pour travailler de façon inégale lorsque ça leur est possible. Mi-avril, les autorités ont intercepté 70 Palestiniens qui tentaient d'entrer en Israël à bord d'un camion de poubelle. Une scène qui pourrait se reproduire. Le gouvernement israélien a signé des accords avec une dizaine de pays pour faciliter la venue de travailleurs étrangers. Un signe, selon cet économiste, que ce changement de main-d'œuvre est là pour rester. Dans la classe politique et même dans la société israélienne en général, l'Israélien aujourd'hui préfère avoir affaire à un Moldave ou à un Chinois dans un commerce ou dans un centre commercial qu'à un Palestinien pour lequel il aurait quelques doutes ou quelques soupçons de sa fidélité, si vous voulez. Barrières linguistiques, logements et salaires plus élevés, il y a un coût à ce recours aux travailleurs étrangers, déplore la femme d'affaires Billy Rubin. Elle aimerait bien un retour en arrière. Si le gouvernement s'inquiète de la sécurité, dit-elle, il a les moyens de faire les vérifications nécessaires. Elle y voit plutôt un choix politique. Une autre source de tension dans cet immense chantier qu'est celui des relations israélo-palestiniennes. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, à Tel Aviv. Nous irons en Haïti dans ce grand journal. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, a présenté des rapports, des documents sur l'assassinat de l'ancien président haïtien Jovenel Moïse, relançant le débat sur les responsabilités dans ce crime qui continue de secouer le pays. Écoutons Pierre Espérance au micro de la presse dans ce grand journal. Et puis y aller. Depuis assassinat, et nous commençons à ramasser information dans RNDDH depuis sous constat JDP fait et rivé sous enquête la police judiciaire, et la police judiciaire remettre premier rapport au commissaire gouvernement dans le mois d'août 2021, quelques semaines après l'assassinat. Eh bien, nous-mêmes nous avons appelé enquête là et nous avons développé de bonnes relations avec tout acteur dans la chaîne pénale là, qui est impliqué dans l'enquête ça, et puis nous ramasser l'information, nous parler de eux. C'est ça qui fait tout. Et là, nous avons Badio dans la rue, nous avons dit Badio c'est cerveau, crime. Et tout ça, RNDDH a dit. Et bien, Miami Herald, New York Times, CNN, Washington Post et de l'autre journal qui est médias au Canada ou en France, ils reprennent, mais les organisations de droits qui dit en Haïti, et il n'y a pas ça d'importance, mais quand c'est étranger qui dit, il y a ça un paquet d'importance. Pour ces affaires, nous estimons et nous croyons que c'est un pas et dans et dit procès qu'a fait pour joindre mobile criminel auteur intellectuel criminel avec auteur matériel criminel. Et les États-Unis, la justice américaine, et tout de suite après l'assassinat, ils ont commencé avec une enquête, une équipe FBI qui vient, qui travaille, et ils ont monté des dossiers, il y a un pile de monde qui aux États-Unis, et tout le monde nous qui n'ont pas condamné, et c'est des gens qui étaient déjà condamnés.
c'est ça nous les gens qui étaient plaidés coupables, qui étaient collaborés, tant que John Joel, et Ja et d'autres Colombiens. Alors, si tout le monde était plaidé coupable, il était plus bon pour les États-Unis, pour la justice américaine, parce que la justice américaine, et nous songeons le département d'État, la justice américaine mettait scellé sous dossier, ça veut dire que pour information pas sortie. Et qui donc, procès qui fait là, pendant 2 mois, qui débouchait sous condamnation 4 et moun sa yo, moun City you avec Solage et Colombien qui étaient. Nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal. La tension est montée d'un cran dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Des dizaines de personnes ayant fui la violence armée à Cité-Soleil ont érigé des barricades sur la route de Trois-Mains, paralysant la circulation et attirant l'attention des autorités sur leur situation critique. Écoutons les détails dans ce grand journal. De l'État, que ce soit au niveau de la primature, que ce soit au niveau du ministère intérieur et collectivité territoriale, ni une institution qui est là pour porter assistance sociale, nous voulons citer FASCAS, protection civile, ils ne pas paraître pour venir regarder qui sa situation est. Ça veut dire clairement que si pourtant pas ça, ils sont espace que l'État a abandonné. Comme il est bruit que moun sa yo pas moun. Nous kon moun qui moun yo. Jodi nous vinn dire la presse parler. La presse qui là regardez situation moun yo derrière nous là. N'a pour souffrance moun yo. Si moun petit, grand moun handicapé qui derrière là. Situation infrahumaine, il y a des gens qui courent sans destination. Ah, même rat ne pas pour mettre sur eux. Depuis là, c'est contribution qu'a faite pour faire une série de petits gens de l'eau. L'État n'a pas dit rien. Je dis à estimer que sont déception pour les peuple haïtien, pour les militants politiques, pour les leaders et acteurs politiques qui étaient gourmés pour jeter CPT ça, qui sont là pour te bailler, PM Alizi Jefizeme pour voir. Pas parce qu'on était attendu que nous avons fait 10 sur 10, mais au minimum, nous attendons de lui. Je dis à nous, c'est incompétence. Nous allons laisser Haïti, direction la République démocratique du Congo. Un tournant significatif semble s'opérer dans l'est de la République démocratique du Congo, où plusieurs groupes rebelles ont entamé un retrait progressif de positions stratégiques, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette évolution intervient dans un contexte de pression diplomatique accrue exercée par les États-Unis, visant à désamorcer une escalade du conflit dans cette région. Reportage Africa News dans ce grand journal. Le groupe rebelle AFC M23 soutenu par le Rwanda s'est retiré de plusieurs positions stratégiques dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est l'armée régulière qui en a fait la déclaration confirmée lundi par un responsable rebelle. Ce retrait fait suite à la pression militaire exercée par les FARDC et l'action diplomatique de Washington, a déclaré à Reuters un porte-parole de l'armée congolaise. Il s'agit du premier mouvement notable sur la ligne de front depuis que les rebelles ont brièvement occupé la ville d'Uvira en décembre dernier, avant de se retirer poussés par les États-Unis. Il intervient 2 semaines après que la Maison-Blanche a imposé des sanctions à l'ancien président Joseph Kabila pour ses liens présumés avec l'AFC M23. Les rebelles se sont repliés de Kabunambo vers Luvungi, près de 30 km au plus au nord, en direction de la capitale provinciale Bukavu, leur ancienne position avant leur avancée sur Uvira. Les familles congolaises qui avaient fui les violences l'année dernière pour se réfugier au Burundi voisin ont commencé à rentrer chez elles, ont déclaré à Reuters un responsable de la société civile de la localité.
C'est la fin de ce grand journal pour ce mardi 12 mai 2026. Avant de partir, couleur du temps pour ce aujourd'hui, température maximale atteindra 61 degrés Fahrenheit en après-midi, tandis que le minimal descendra à 47 degrés Fahrenheit durant la nuit. Le ciel sera principalement couvert nuageux tout au long de la journée. On prévoit quelques éclaircies passagères en début de matinée. Le risque de pluie reste faible, estimé à environ 10%. Un vent léger soufflera du nord-ouest à une vitesse moyenne de 8 km par heure. Le taux d'humidité sera d'environ 40% pour ce mardi. Pour présenter le grand journal Erlich Dorelas, depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude en air avec du style. Passez le message à vos camarades. Alexa, open Swag Radio pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News, info 5 sur 100 bavure, info à la vitesse de la lumière, P-News, sur WhatsApp et sur Facebook, votre référence en matière d'info, Manger à Brothers Café Créole, la bonne cuisine haïtienne, au 299 Main Street Everett, chiffre de 617 294 1425, Brothers Café Créole, délicioso, joyeux. Mardi, n'oubliez pas de garder le sourire car ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.